bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième Digicolloque qui portera donc d'une part sur les ravageurs, la lutte contre les ravageurs, et dans un second temps sur la prise de décision et donc en quoi toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui peuvent nous aider dans ces deux thématiques. Donc je me présente Benjamin Collin, donc chargé du projet DigiFerm Saint-Hilaire et ingénieur régional en Lorraine, donc au sein de l'Institut Arvalis. Donc je travaille notamment, au sein de la station de Saint-Hilaire-en-Ouèvre, située dans le nord-est de la France, en région Lorraine. Donc sur cette station, on travaille notamment sur, les nouvelles technologies avec le projet DigiFerm, projet soutenu par la région Grand Est. Donc avant de passer directement aux résultats, notamment de nos 3 dernières années d'essais sur, les 2 thématiques que je viens de vous citer, quelques éléments de contexte. Donc qu'est-ce que c'est exactement le projet DigiFerm? Eh bien, en fait, le projet DigiFerm, c'est on va dire un projet, qui a pour objectif d'identifier différentes technologies et notamment l'intérêt des différentes, nouvelles technologies en agriculture, puisqu'on a pas mal de nouvelles technologies qui arrivent sur les marchés agricoles et pour les agriculteurs, des fois, ça peut être ambigu ou du moins ça peut être difficile de savoir quelles sont les technologies, leurs valeurs en termes d'efficacité et en termes d'intérêt technico-économique. Donc c'est un peu voilà l'ambition de ce projet. Donc ça part en 2 phases. Une première phase où on va être en relation avec les industries du numérique, donc comme les startups ou ou d'autres entreprises un peu plus grosses. On vous a notamment présenté différentes sociétés sur lesquelles on a pu créer des partenariats, durant les 2 derniers Digicolloques. Donc l'objectif à chaque fois, c'est vraiment de créer des partenariats, donc des échanges pardon, entre, le prototype de la société ou le service de la société et puis nous, on va apporter notre expertise terrain, puisque les sociétés sont, on va dire, dans une phase de R&D avancée, où ils ont besoin là on va dire, d'une expertise terrain, d'avoir aussi, le terrain, les conditions terrain suffisantes pour tester dans de bonnes conditions, leurs produits, ou services. Donc c'est là où on intervient. Donc derrière, on leur fait une évaluation et puis on leur fait un retour sur les points positifs ou les points, d'amélioration de leur technologie, dans le but que, à la commercialisation, ça soit quelque chose d'intéressant pour les agriculteurs. Donc ça, c'est la première phase, on va dire qui est plus axée sur, à une échelle nationale ou internationale et puis on a une deuxième phase qui est très axée sur l'échelle territoriale, sur la région Lorraine, où là, en fait, tous les résultats qu'on a pu acquérir depuis ces 3 dernières années on essaye de les transmettre en continu, aux différents acteurs. Donc par exemple, au pouvoir public, à la région Grand Est, qui travaille notamment aussi sur les nouvelles technologies, sur la mutation numérique, des exploitations, qui travaille avec, tout un groupe d'agriculteurs, on va dire plus ou moins innovants dans ce domaine-là. Donc on échange avec eux. On échange également avec les organismes agricoles, type chambre ou coopérative, où là on est dans une démarche, on va dire également de transmission de résultats et également de co-expérimentation sur différents sites. Et puis principalement, on essaie d'échanger principalement avec les agriculteurs qui sont vraiment le point d'intérêt, où là, c'est plus, on va dire, de façon continue lors d'événements, on va dire à l'automne ou l'hiver, où on a des événements techniques, où c'est l'occasion pour nous, de leur donner, les dernières actualités en termes d'essais, on va dire, sur les nouvelles technologies, ce qu'on a pu obtenir comme résultat, ce qui reste à faire. Et puis, donc ça, c'est on va dire ces informations continues leur permettent d'avoir, au fur et à mesure une connaissance sur les nouvelles technologies, leur potentiel et puis celles auxquelles, il faut s'intéresser et derrière, ça peut leur permettre d'avoir un choix, on va dire plus intéressé sur, les investissements à faire au sein de leur exploitation pour améliorer leur exploitation dans le but de, on va dire, de numériser leur exploitation. Donc si vous voulez davantage, d'informations sur le projet Digiferm ou même sur la station de Saint-Hilaire, parce qu'on travaille sur d'autres thématiques comme les systèmes de culture, puisque sur Saint-Hilaire, on a changé depuis quelques années notre système de culture, donc on est sur d'autres rotations et d'autres pratiques, et en lien également avec une nouvelle technologie qui nous permettent de changer notre système. Alors, comment va se dérouler, le Digicolloque? Donc, on aura en fait, donc sur cette thématique sol et ressources, on aura, on va dire, 3 grands thèmes. Les 2 premiers thèmes sur les ravageurs. Donc le premier thème, ça sera plutôt sur les ravageurs JNO type pucerons et également sur les cicadelles, où on aura à peu près 15 minutes de résultats, de présentation de résultats et ensuite on pourra, laisser place à 10 minutes de questions. Ensuite, on aura plus également sur on va dire une thématique sur les ravageurs, mais plus dans la période, on va dire, d'un point de vue pardon, perspective, ou sur d'autres cultures, où là, on sera pareil sur un tempo 15 minutes de résultats et là 20 minutes de questions.
Et enfin, sur la dernière thématique, où on est sur la prise de décision, donc 30 minutes, 30 minutes de résultats et 30 minutes de questions. Donc aujourd'hui, la thématique, enfin le projet DigiFerm de Saint-Hilaire travaille sur 5 grandes thématiques d'études. Hier et avant-hier, on vous a présenté le désherbage et sur les ressources. Aujourd'hui, on va vous présenter les deux autres thématiques, lutte contre les bioagresseurs et la prise de décision, en quoi les nouvelles technologies peuvent nous aider dans ces deux thématiques. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de mes deux collègues François et Justin, que je laisse se présenter avant de passer aux résultats. Et puis dans une deuxième partie, je laisserai également un peu plus tard Inès se présenter pour la partie prise de décision. Donc bonjour à tous, Justin de Reckner, ingénieur régional basé à Saint-Hilaire-en-Wavre, hein, sur la DigiFerm. Donc pour ma part, je vais vous présenter une première partie sur les travaux qui ont été menés sur notre DigiFerm à Saint-Hilaire, hein, en replaçant un petit peu le tout dans son contexte, hein, donc sur le numérique au service de la lutte contre les ravageurs. Et François. Bonjour à tous, François Brunisol. Donc moi je suis ingénieur spécialiste de la lutte contre les ravageurs sur serre à la paille et pommes de terre. Et moi après Justin, je vous présenterai les autres outils de surveillance qui sont travaillés à Arvalis par rapport aux ravageurs. Et n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions. Normalement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur votre droite. Si ce n'est pas le cas, vous avez un petit onglet en haut à droite avec on va dire un petit icône avec des bulles de bande dessinée. Et ensuite, vous allez dans la colonne Mes questions et en bas, vous pouvez poser votre question et également inscrire votre prénom. C'est plus agréable pour nous. Voilà. Merci Benjamin. Donc pour rentrer dans le vif du sujet du numérique au service de la lutte contre les ravageurs, donc à Saint-Hilaire-en-Wavre, l'axe de travail que nous avons privilégié sur cette thématique est axé sur les ravageurs vecteurs de virose. Parce que sur le territoire, donc, il existe deux principales viroses auxquelles sont confrontés les agriculteurs. La première virose que vous connaissez est la JNO, la jaunisse nanissante de l'orge, qui est transmise à l'automne par le puceron que vous voyez ici, Rhopalocifum paddy, qui est ici présenté sous forme ailée, qui va en fait à l'automne venir se nourrir de la sève des plantes et donc venir les piquer. Et si ce puceron est porteur du virus, va transmettre à ce moment-là le virus à la plante. Le deuxième virose est transmise, elle, par la cicadelle que vous avez ici, et est le virus dit de la maladie des pieds chétifs, qui provoque essentiellement des dégâts sur blé. La JNO provoque des dégâts sur les orges ainsi que les blés. Et donc, on va transmettre tout cela à l'automne. Alors, quels sont un petit peu les symptômes que l'on retrouve sur les parcelles? Les symptômes, on va les retrouver non pas à l'automne, mais après une période d'incubation, on va les retrouver à la sortie de l'hiver. Donc pour vous illustrer un petit peu les symptômes, vous avez ici une parcelle d'orge atteinte de JNO, qui a été prise en photo cette année, mi-février, où vous avez sur la partie de droite, on voit bien une démarcation, hein, la partie de droite qui est atteinte de JNO. C'est une variété en fait d'orge sensible à la JNO, et à gauche, vous avez une variété d'orge tolérante à la JNO. Donc, les symptômes que l'on retrouve typiquement pour la JNO, ce sont un jaunissement, voire rougissement des feuilles et des pieds qui vont être chétifs, qui ne vont pas se développer et qui vont, de ce fait-là, impacter le potentiel de rendement. Pour exemple, hein, de la gravité de ces maladies-là, la JNO sur orge peut atteindre le potentiel de rendement jusqu'à 80%, et sur blé, on peut avoir une perte de près de 30% du potentiel de rendement. Donc on voit les dégâts que peut faire cette maladie. Donc, pour se protéger, on peut, comme on le voit ici, utiliser des variétés, par exemple, qui sont tolérantes, ou on peut décaler nos dates de semis pour éviter d'avoir les vols de ravageurs et éviter d'être une contamination. Mais il y a aussi d'autres solutions qui sont chimiques
Et ces solutions chimiques-là sont néanmoins en perte de vitesse. On avait, il y a encore quelques années, le gaucho traitement de semences qui permettait de protéger nos plantes jusqu'au stade 4-5 feuilles, qui n'est plus autorisé depuis septembre 2018. Alors, qu'est-ce qui reste en lutte chimique, on va dire? Il nous reste simplement la famille des pyrétrinoïdes, qui sont des insecticides de contact, qui vont permettre de tuer les pucerons et cicadelles. Néanmoins, étant donné qu'il ne nous reste qu'une seule famille chimique pour nous protéger contre ces ravageurs-là, il faut absolument la ménager, c'est-à-dire l'utiliser à bon escient pour éviter tout risque d'apparition de résistance. Ces résistances-là ont pu être décelées dans d'autres pays voisins de l'UE. Donc, pour se protéger de la maladie, 2 grandes règles à respecter: ne pas s'exposer inutilement aux insectes, avec des mesures prophylactiques par exemple, et surtout, pour garantir la pérennité de notre dernière solution chimique de contact, c'est une observation intense au champ, avec des interprétations qui doivent être mises en relation avec les seuils en vigueur, pour ensuite prendre une décision au champ. Donc, pour garantir la pérennité de cette solution-là, il faut avoir des observations qui soient intenses au champ. Néanmoins, ces observations sont très contraignantes pour les agriculteurs, et d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, il y a un risque aussi d'avoir des périodes de risque et de suivi qui vont s'étaler dans le temps. Alors, pour vous illustrer ce propos, c'est simplement une illustration. Là, on a une carte nationale qui représente l'écart des sommes de température cumulées depuis le 1er octobre 2019, enfin entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2020. Donc, en fait, cette cartographie-là nous donne une idée durant cette période, si cette période-là était chaude, plus ou moins chaude par rapport à la médiane des 20 dernières années. Alors, si on regarde l'échelle, on va de 98% à 146%, ce qui signifie qu'on a des températures au niveau national sur cette période-là qui ont été au-dessus de la normale, on l'a vu. Et donc, ce qui signifie qu'on a eu des périodes, une période douce, typiquement cette année, ce qui fait que cette période-là est favorable au développement et à la colonisation des cicadelles et des pucerons. Donc, ce qui veut dire que pour les agriculteurs, si on continue à avoir des périodes qui sont de plus en plus chaudes, il va falloir avoir une surveillance qui va être plus contraignante, puisque sur des périodes plus longues. Deuxième élément contraignant pour les agriculteurs, c'est que pour prendre l'exemple des pucerons, les pucerons sont peu visibles parfois. Ils peuvent se cacher en végétation si on a des conditions extérieures, notamment de la pluie par exemple, qui ne sont pas favorables à leur sortie. Et donc ça peut être difficile de les repérer pour les agriculteurs. Ou en plus, on a souvent des colonisations qui sont irrégulières dans la parcelle, ce qui veut dire qu'on peut très bien observer une zone, ne pas voir de pucerons, alors qu'on a des pucerons qui sont présents 15 mètres derrière. Donc, ce qui veut bien dire qu'il est nécessaire de bien couvrir toutes les zones de la parcelle pour faire ces observations-là. Donc, on se rend bien compte que il faut ménager nos dernières solutions chimiques, et en plus, on a des périodes d'observation qui sont de plus en plus longues. Donc, c'est à ce moment-là en fait qu'intervient le numérique, avec l'apparition de pièges connectés qui peuvent être en fait un appui au suivi, pour faire un suivi précis des captures au champ, et donc faciliter l'observation des agriculteurs. Donc, on peut le voir sur cette slide-là. On a 2 exemples ici de pièges connectés pour la capture des insectes vecteurs de virose. On a le premier piège Iglic, qui est développé par la société Advancy, par exemple, ou un second piège Limetos, développé par la société Puzzle. Il y en a d'autres sur
sur le marché, qui sont sous cette forme-là. Alors sous cette forme-là, on voit bien, c'est pour tous les deux une plaque jaune engluée sur laquelle vont venir se coller les insectes, tous les deux équipés d'un capteur photonumérique qui va permettre de faire une acquisition d'images à intervalles réguliers au long de la journée. Ces images-là vont être transférées via le réseau téléphonique en étant équipées d'une carte SIM. Le réseau téléphonique va transférer tout cela sur le web et va permettre en fait aux agriculteurs d'avoir, d'accéder à une plateforme de consultation pour suivre les pièges, le piégeage des insectes. Donc là, on voit une petite animation sur l'évolution d'une plaque. Donc cependant, à l'usage strict de prendre une photo, l'envoyer pour l'avoir en consultation, c'est intéressant, mais ça présente tout de même une plus-value, on va dire, limitée. C'est pour ça que les constructeurs cherchent à développer des algorithmes pour pouvoir aider les agriculteurs à l'interprétation. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous, à Saint-Hilaire, nous avons à Saint-Hilaire et chez Arvalis, créé un partenariat avec la société Advancy pour tester le piège Iglic et tester sa mise en œuvre opérationnelle. Et nous l'avons fait, nous, à l'automne 2018, sur la Digiferme de Saint-Hilaire. Alors, lorsque nous l'avons testé, il y avait déjà un premier algorithme intéressant mis en place dans l'outil qui permettait, qui était fait automatiquement sur le web, de faire une analyse et de classer en fait les insectes piégés sur la plaque en fonction de leur taille, de petits, moyens ou gros. Et via ces différentes analyses, on avait en plus la possibilité de mettre sur la plateforme de consultation des seuils d'alerte qui nous permettaient de recevoir par SMS des alertes pour nous dire attention, vous avez un pic d'activité sur les petits insectes, il serait peut-être intéressant d'aller surveiller vos parcelles. Donc voilà ce que nous avons testé en mise en œuvre à l'automne 2018. Et en plus, on a cherché, en partenariat avec Advancy, à réaliser une autre manipulation qui était de relever les plaques engluées que nous avions à l'automne 2018 et identifier les pucerons ailés et les cicadelles présentes sur ces plaques-là. Donc cette identification qui a été faite de manière manuelle. On voit ici des pucerons ailés qui sont entourés en rouge et en vert des cicadelles qui ont été piégées. En fait, le but de cette manip-là, c'était de envoyer toutes ces informations à la société Advancy pour qu'ils puissent mettre en place un algorithme plus puissant, puisque c'est un algorithme de reconnaissance des pucerons ailés, d'une part, et des cicadelles. Donc, nous avons réalisé cette manipulation-là et envoyé plusieurs plaques à Advancy pour la mise en place d'un algorithme plus puissant. Cette phase aussi, à l'automne 2018, nous a permis de regarder quels étaient les points de vigilance de ces outils-là, et notamment un point de vigilance important qui est la qualité des photographies, en fait, qui est dépendante des facteurs externes. C'est ce que l'on peut voir sur les différentes photos ici, où vous avez à gauche une photo floue, peut-être par exemple s'il y a un brouillard très important, ou de l'ombre sur la plaque due au capteur photo, une image corrompue qui peut être abîmée, on va dire, lors du transfert sur le web, ou encore des éléments physiques tels que des gouttelettes d'eau qui peuvent être présentes sur la plaque engluée. Et tous ces éléments-là, en fait, vont venir, on va dire, biaiser un petit peu l'analyse de l'algorithme, puisque forcément, ces données-là, ces photos-là ne pourront pas être exploitables telles quelles. Donc ça, c'est un point de vigilance quand même, parce que sur les photos qu'on a réalisées à l'automne 2018, il y a à peu près 46% des photos qui étaient dans ces cas-là. Donc voilà, la mise en œuvre aussi permet aussi de nous rendre compte de quels sont les axes d'amélioration de ces outils.
Et donc, pour continuer, on a continué les manipulations. Et donc, nous sommes arrivés à l'automne 2019, donc cette année, où là, nous avons en fait testé la version bêta de l'algorithme de reconnaissance des pucerons et des cicadelles. Voilà. Donc, la même manipulation a été réalisée, c'est-à-dire qu'on a sur nos plaques, toujours identifié nos pucerons ailés. Là, sur la plaque là, vous ne voyez pas de cicadelle puisqu'il n'a pas eu de piégé. Donc, nos équipes techniques d'Arvalis ont réalisé ces identifications-là et l'ont envoyé toujours à Advancy pour fournir de la data à l'algorithme pour qu'il devienne de plus en plus précis. Mais sur la version bêta, si on regarde un petit peu le graphique de droite, vous avez une comparaison entre une population qui a été comptée par le piège, qui est ici, donc sur la photo ici, de population comptée par le piège de 19 pucerons ailés, alors que nous avons une population réelle qui était de 12 pucerons. Donc on voit qu'il y a on va dire légère, il y a une surestimation encore de l'algorithme par rapport à la réalité. Néanmoins, ce qu'on peut se dire, c'est que on est à 19 pucerons ailés d'identifier, alors bien même qu'il y a de nombreuses d'autres insectes présents sur la plaque, donc on aurait pu avoir une population comptée beaucoup plus importante. Donc ce qui signifie quand même que la version bêta est une première approche intéressante et que voilà, il faut continuer les manipulations pour transmettre de la donnée, pour renforcer cet algorithme et pouvoir espérer par la suite descendre la population comptée par le piège, enfin descendre, du moins qu'elle soit la plus proche possible de la population réelle. Alors, comme vous l'a présenté Justin par rapport au iglic, en fait, les insectes vecteurs de la GNO et pièges chétifs, on se retrouve face à un problème, c'est-à-dire qu'on n'a que des insecticides qui agissent par contact, donc c'est la fin des produits systémiques, comme vous l'a dit Justin, et ce qui suscite en fait qu'il faut bien placer le traitement au bon moment afin de gérer cette problématique efficacement. Donc, comment bien placer ce traitement? Donc, nous, on pense que ça peut passer par un piégeage des pucerons ailés et des cicadelles afin d'améliorer ce placement. Mais si on regarde au niveau des seuils qui existent déjà, au niveau des pucerons, on se rend compte que les seuils qui existent, le seuil qui existe est basé sur un pourcentage de plantes infestées. Donc par un ou plusieurs pucerons, et que la présence de pucerons est supérieure à 10 jours, alors il faut appliquer un traitement. Mais par contre, si on se penche du côté des cicadelles, le seuil d'intervention est directement basé sur un piégeage sur plaque engluée type jaune. Donc dès qu'on a 30 captures hebdomadaires de l'espèce concernée sur piège, alors on peut enclencher un traitement. Donc typiquement, ce type de piège iglic pourrait être relié rapidement à ce seuil de capture au niveau des cicadelles. Néanmoins, il faut que l'algorithme de détection soit efficace et qu'il soit capable de bien identifier les cicadelles sur la plaque engluée. Alors, merci pour ces premiers présentation de résultats. Alors, on a quelques questions. Une première question sur l'outil iglic. Est-ce qu'il est commercialisé? Et si oui, est-ce qu'on a son coût? Alors, l'outil iglic, je n'ai pas le coût. Par contre, oui, l'outil iglic peut être commercialisé sur la forme piège. Ouais. Alors le coût, j'ai regardé là, c'est à peu près 330 €. Donc faut compter l'outil plus l'abonnement. Autre question là sur le traitement des données. Les algorithmes utilisés pour la détection automatique des insectes sont-ils de type machine learning ou ont-ils été développés au sein d'Arvalis? Alors, tu veux répondre, Justin, ou je peux répondre comme tu veux? Je t'en prie, François, vas-y. Ok. Alors, ce type de détection, en fait, c'est basé sur, en effet, du machine learning. Bon, alors, dans un premier temps, Advancy a développé l'algorithme de son côté, mais il faut savoir que les personnes qui mettent en place ces dispositifs peuvent corriger la machine
pour bien lui faire comprendre que tel insecte n'est pas un puceron, tel insecte est un puceron, tel insecte n'est pas une cicadelle, tel insecte est une cicadelle, afin que l'algorithme s'améliore au cours du temps. Alors ensuite, question sur la transmission des photos. Sont-elles transmises en temps réel ou uniquement une fois par jour ou plusieurs fois par jour? Non, les photos sont transmises effectivement en temps réel, hein, en acquisition de photos, envoi via les cartes SIM. C'est pour ça, lorsque tout à l'heure je vous parlais des images corrompues, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une image de transférée et que la couverture SIM téléphonique n'est pas bonne, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une image qui est corrompue. Néanmoins, lorsqu'on aura une prochaine image, quelques heures après, eh bien, cette image-là, s'il y a une bonne couverture, ne sera pas corrompue. Donc c'est pour ça que les images sont envoyées en flux tendu, quoi. Ok. Sur l'XP, quel est le mode opératoire que vous avez utilisé pour établir le nombre de ravageurs réels en comparaison au nombre de ravageurs piégés sur la plaque? Alors, le nombre de ravageurs réels, peut-être me suis-je mal fait comprendre, le nombre de ravageurs réels, comment dire, nous les avons comptés sur la plaque engluée, et après, pour la donnée du nombre compté par le piège, c'est une donnée qui nous a été envoyée directement par Advancy, puisque nous sommes en partenariat avec eux, et nous n'avons pas derrière la capacité de faire tourner l'algorithme de notre côté. Ok. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. D'un côté, nous, on a regardé avec un œil technicien observateur, et de l'autre côté, on a comparé à ce que Par sortait rapport aux l'algorithme. sorties, ouais, tout Ouais, à fait. ok. Est-ce que l'outil fonctionne avec des pucerons verts? Ouais, on avait des questions sur ça. Est-ce que ça fonctionne sur d'autres ravageurs, type pucerons verts sur les betteraves ou d'autres cultures maraîchères? Alors pour le moment, nous n'avons pas eu de notre côté à Saint-Hilaire l'information à ce niveau-là, mais je pense qu'il semblerait quand même qu'on soit axé sur les pucerons ailés, hein, donc sur l'espèce visée. Donc non, normalement pas d'autres pucerons de reconnaissance, enfin qui sont visés par la reconnaissance. Ok, ouais. Ouais, c'est plus du coup des insectes ailés qui vont on va dire un peu se scratcher sur le piège, et derrière, après derrière, ouais, il faut quand même une analyse pour savoir enfin un peu les seuils d'intervention, quoi. Parce que c'est un peu différent des pièges classiques en termes de seuil. Au niveau, encore autre question, une question sur la représentativité d'une grande parcelle. Combien faut-il de pièges? Le choix, l'orientation des pièges. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Eh bien, c'est comme pour toutes les plaques. Si on repart sur un piège non connecté, hein, effectivement, j'ai pas de données de valeur à vous donner par rapport au nombre de pièges pour une surface donnée. Néanmoins, effectivement, plus on aura de pièges, plus on sera précis. Après, il faut bien savoir que là, on piège sur les pucerons, ce sont les pucerons ailés, donc qui se déplacent. Et le piège aussi, hein, le fait qu'on ait du jaune, va attirer les pucerons dessus, donc ou les cicadelles. Donc il n'y a pas forcément nécessité d'en placer partout dans la parcelle, même pour des plaques engluées standards. Ça nous donne simplement au moins un élément sur est-ce qu'il y a de l'activité au niveau des vols. On peut se dire que s'il y a des vols et qu'il y a une plaque engluée, les insectes vont venir dessus. Donc pas besoin non plus d'en disposer de manière trop importante. Ok. Est-ce que les comptages permettent de prendre en compte les espèces effectivement vérulifères par rapport aux autres pucerons ou autres cicadelles?
Est-ce que tu peux répéter la question, Benjamin? En fait, la question c'est est-ce que avec ce piège, on peut repérer des espèces qui contiennent le virus, les pucerons qui ont le virus et celles qui ne l'ont pas? Non, comme malheureusement, le piège ne peut pas faire cela. Pour savoir si le puceron est virulifère ou non, ou les cycadelles, il faut faire des analyses labo, et donc on ne peut pas le savoir tel quel. Même en observant au champ, on ne peut pas le savoir avec l'œil humain. Donc le piège derrière ne sera pas forcément, n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, non, effectivement. Ok. Autre question. Y a-t-il un lien entre vous l'avez déjà un peu abordé, mais ça vaut l'occasion de le clarifier. Y a-t-il un lien entre la quantité de pucerons présents sur le piège et l'atteinte d'un seuil de traitement? François, je te laisse répondre à cette question, sans doute. Alors, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un seuil qui est établi sur plaque engluée avec un nombre de pucerons piégés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a ouais. un? Est-ce que c'est ou à la limite, est-ce que c'est le même que sur un Alors, piège classique? ouais. Alors non, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est au niveau des pucerons, le seuil de traitement est établi par rapport à un niveau d'infestation dans la parcelle. Donc c'est-à-dire combien de plants sont infestés par des pucerons, donc le traitement se place par rapport à ce seuil lorsqu'il est atteint. Maintenant, il n'existe pas, ou du moins je ne pense pas qu'il existe de seuil établi sur plaque engluée pour les pucerons vecteurs de virus. Et après, l'idée derrière dans la manipulation, c'est aussi de se dire, lorsqu'on aura un algorithme qui sera parfaitement calé, c'est de mener des expérimentations pour voir s'il est possible d'établir des corrélations entre les seuils, entre la réalité et la plaque engluée, enfin ce qu'il y a dans la parcelle et la plaque engluée. Ok. Autre question, c'est d'un point de vue un peu plus pratico-pratique. Là, on a vu la plaque engluée qui avait pas mal d'insectes. Et quand est-ce, sur Saint-Hilaire, quelle était un peu la durée de vie de ces plaques? Quand est-ce qu'il faut les changer, un peu la fréquence si on les a changées? Et ben, la durée de vie des plaques, en fait, faut les changer à partir du moment où, d'une part, la plaque devient trop, lorsqu'il y a trop d'insectes sur la plaque, je pense qu'on arrive aux limites de l'algorithme de détection des nouveaux insectes qui se collent sur la plaque. Maintenant, au niveau de la durée de vie de la matière collante sur la plaque, ça, je pense que c'est propre à chaque fournisseur de plaques engluées, quoi. Ok. Alors, une dernière question avant de passer à la suite. Ah oui, alors il y avait une question un peu sur la cicadelle. Souvent on dit le seuil de traitement de la cicadelle, c'est de 30 captures hebdomadaires. D'où ça vient ce 30 captures? Est-ce que c'est la biblio, l'expertise? Peut-être que François, tu peux expliquer un peu comment sont faits ces seuils en règle générale? Oui, alors ces seuils, ils sont trouvés par expertise, hein. On réalise des essais pour savoir, pour détecter les seuils où il faut intervenir. C'est-à-dire, en dessous de ces seuils, il n'y a pas de risque, lorsque ces seuils sont atteints, il y a risque. Donc c'est quelque chose qui est travaillé à Arvalis, pour bien évaluer, quand est-ce que, une population de ravageurs commence à poser problème dans un champ et déterminer des seuils, pour bien positionner les traitements. Mais c'est quelque chose qui est travaillé, oui, c'est basé sur de la biblio, puis, sur, de la réalisation d'essais pour déterminer le bon seuil, quoi. OK. Alors on va pouvoir passer à la suite, pour vous laisser le temps de parler des perspectives sur les nouvelles technologies, par rapport aux ravageurs. Très bien. Alors, donc maintenant on va vous présenter les autres outils de surveillance, connectés, qui existent. Donc, les outils de surveillance connectés, 3 axes, donc les pièges connectés, les caméras connectées et la surveillance connectée qui ne se base pas sur, l'analyse d'images. Donc, les pièges connectés, il faut savoir que les pièges connectés, à la base, ce sont des pièges qui sont, non connectés et qu'on a décidé de connecter par la suite. Donc les pièges classiques, dits non connectés, à quoi ils servent? Ils peuvent servir à collectionner, échantillonner des insectes.
peuvent servir à surveiller des populations, ou ils peuvent servir à contrôler, limiter les populations des insectes qui nous posent problème. Donc à Ravalis, nous, on se place dans le deuxième axe, c'est surveiller les populations de ravageurs. Nous avons travaillé sur des pièges type TrapView, donc des pièges connectés qui sont spécialisés dans la capture de lépidoptères ravageurs. Donc qu'est-ce que les lépidoptères? Les lépidoptères, c'est des papillons. En nom commun, c'est des papillons. Donc des papillons dont les chenilles vont poser problème sur les cultures. Nous, on s'est intéressé aux lépidoptères ravageurs sur maïs. Donc l'héliotis, spirale du maïs, ses amis, qui posent de gros problèmes sur cette culture. Donc ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, à gauche, c'est le dispositif TrapView. Donc ça ressemble un peu à une petite maison avec une cheminée. Donc la pastille de phéromone est déposée au niveau de la cheminée. Donc la pastille de phéromone une phéromone est ciblée à un ravageur. Hein. Par exemple, si on veut attraper de l'héliotis, on va mettre la pastille de phéromone qui attire les mâles d'héliotis. Donc une fois qu'on a posé la pastille ou tout simplement la phéromone, ça dépend comment elle se trouve, les héliotis, si on essaie de mettre la phéromone de l'héliotis, les héliotis vont être attirés et vont s'engouffrer dans la gouttière. Et elles vont se coller sur la plaque engluée qui se situe à la base du dispositif. Donc c'est la plaque engluée, vous pouvez voir à droite. Donc les papillons se collent sur cette plaque engluée et une caméra qui est située au-dessus du piège va compter le nombre de papillons qui sont collés. Donc là, ils ont un algorithme de détection, c'est-à-dire un algorithme qui va permettre de savoir si c'est la cible qui a été piégée ou si ça ne l'est pas, donc qui est censé faire distinction entre un papillon et autre chose, et surtout une espèce de papillon et une autre espèce. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord comparer ce piège connecté avec les pièges classiques. Ok. Donc pour cela, on a comparé les pièges classiques avec les pièges connectés. Donc on a déployé 6 pièges connectés et 17 pièges classiques. Nous, on s'est rendu compte, en le plaçant pour l'héliotis, on s'est rendu compte que les pics de piégeage étaient décalés. Donc avec le piège connecté, on a un pic de piégeage qui est plus tard par rapport au piège classique. Donc la moyenne du piégeage classique est en marron ocre et la moyenne du piégeage connecté est en rouge. Donc, on s'est posé la question comment améliorer le piège connecté pour qu'il se rapproche un peu plus du piégeage fait par les pièges classiques. On s'est posé cette question, mais avant d'avancer sur ce point, on s'est demandé pourquoi il y avait cette différence de comptage et pourquoi le pic était décalé. Quand on regarde en fait au niveau du comptage des héliotis, on se rend compte que l'algorithme compte des héliotis qui ne sont pas des héliotis. Donc en marron, par exemple, si on se place sur Doosit, on se rend compte que l'algorithme a compté 107 héliotis, alors que une personne comme moi en aurait compté aucune. Donc là, ça suscite un problème au niveau de l'algorithme de détection pour ce papillon-là, et ça suscite qu'il faut améliorer l'algorithme, donc apprendre à la machine, ou améliorer le dispositif pour qu'il ne capture plus que des héliotis, ou du moins la cible voulue. Donc pour cela, on est reparti de la bibliographie. On s'est posé la question, quels sont les pièges non connectés qui font globalement un tri au niveau des papillons piégés. Donc on a trouvé que le piège ANAS était très intéressant. Donc le piège ANAS, c'est la deuxième photo que vous pouvez voir. On pose la pastille, la phéromone en bas du piège. Le papillon qui est cible rentre par le dessous du piège et va être piégé tout simplement dans le piège ANAS. Donc, on a décidé d'améliorer le dispositif TrapView en adaptant le piège ANAS au dispositif TrapView, comme vous pouvez voir sur la photo à droite. Donc, on a bloqué l'accès par la cheminée type dispositif TrapView au papillon afin qu'il ne puisse passer que par l'ANAS. Donc le papillon passe par l'ANAS, s'engouffre dans la gouttière et tombe sur la plaque engluée. Et ensuite une caméra, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, en fait la caméra compte le nombre de papillons collés.
Donc, quand on regarde au niveau des chiffres, lorsqu'on compare le nombre d'héliotis piégés avec un piège type Tipeee non connecté, donc sans la partie TrapView, on a 113 papillons capturés. Et lorsque l'on regarde le nombre de papillons capturés avec le dispositif TrapView et le Tipeee, donc sur la photo gauche, on voit qu'on a 116 héliotis piégés. Donc c'est un nombre qui est globalement, qui est très proche du nombre d'héliotis piégés avec le piège Tipeee seul. Néanmoins, il reste encore de l'amélioration à faire. On a 80% des papillons qui sont collés sur le rouleau et 20% qui sont collés sous le rouleau. Donc là, il y a encore des améliorations à faire. Mais le cheminement de repartir d'un piège non connecté pour le connecter a permis d'améliorer en tout cas le piégeage par ce dispositif-là, quoi. En dehors des papillons ravageurs sur maïs, à Arvalis, on s'intéresse aussi aux cécidomies orange du blé. Quand on regarde ce qui existe déjà au niveau des cécidomies orange du blé, il existe 2 types de pièges. Donc, il existe les pièges cuvette jaune, où il y a un seuil de nuisibilité qui est établi. À partir de 10 cécidomies piégées en 24 heures, le traitement doit être appliqué, il faut traiter, parce que ça veut dire qu'il y a une menace au niveau des cécidomies. Et il existe un autre piège, le piège à phéromones. Donc là, c'est un piège spécialiste des cécidomies, étant donné qu'on va mettre la phéromone qui attire les mâles de cécidomies orange du blé. Mais d'après la littérature, aucun seuil n'est relié. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pièges à phéromones qui vont capturer des centaines de cécidomies, mais il n'y aura aucun dégât sur la culture adjacente, ou au contraire, on peut avoir des pièges à phéromones qui vont capturer pas beaucoup de cécidomies, et il va y avoir un fort impact sur la culture adjacente. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, ça s'explique parce qu'il faut en apprendre plus sur la biologie de l'insecte. Néanmoins, ce piège à phéromones pourrait être connecté afin d'avoir des espèces d'antennes connectées qui alerteraient sur l'arrivée des cécidomies. C'est-à-dire que dès que l'outil détecte des cécidomies sur la plaque engluée, alors alerte, il faut aller regarder dans le champ, voir ce qui se passe réellement et s'il y a réellement un risque pour la culture. Et au niveau du piège cuvette jaune, lui aussi pourrait être connecté, mais là c'est un challenge assez conséquent parce que je pense que vous voyez comment fonctionne un piège cuvette jaune. Les cécidomies tombent, ensuite elles peuvent couler dans la cuvette jaune, et là, quid de l'algorithme qui serait capable de compter des cécidomies qui sont tombées au fond de la cuvette. Je pense personnellement que ce serait un relevé hebdomadaire du nombre de cécidomies piégées par le capteur qui permettrait de savoir quand est-ce qu'on atteint le seuil déjà défini. Alors, des caméras connectées, oui. Alors, les pièges connectés, c'est pas tout. Il existe aussi d'autres outils connectés, donc les caméras connectées. Les caméras connectées, à quoi elles servent? Donc, elles servent à observer, surveiller différents ravageurs au champ, en apprendre davantage sur le rôle de différents ravageurs, donc les relations proie-prédateur, qui sont des relations très intéressantes dans le cadre de Integrated Pest Management, c'est-à-dire savoir quel est le rôle des auxiliaires dans les champs pour gérer les ravageurs, établir un suivi des populations au champ, et surtout, et ça c'est très intéressant, supprimer le facteur piège et se rapprocher in fine de ce qui se passe dans la parcelle réellement. Donc, nous, à Arvalis, on s'est intéressé au capteur connecté LimaCapt, proposé par la société 200 Gosses, encore en cours de développement. Le capteur LimaCapt, comme vous pouvez le voir sur la photo, est un capteur tripode avec qui va générer son énergie grâce à des cellules photovoltaïques. Donc la caméra est située au niveau du centre du tripode, va regarder vers le bas et compte sur 1 mètre carré le nombre de limaces qui se déplacent pendant la nuit. Donc l'idée en fait c'est de savoir quelle est la population de limaces au champ à un endroit. L'appareil détecte les limaces, comme je l'ai dit, par traitement des images. Ensuite, il y a un algorithme qui se base sur l'analyse d'images pour savoir qu'est-ce qui est une limace, qu'est-ce qui n'est pas une limace. Et ensuite, les infos sont transmises du capteur vers l'interface proposée par 200 Gosses. Donc nous, à Arvalis, on pense que ce type de capteur a un fort potentiel académique, comme je le présentais tout à l'heure, pour en apprendre davantage sur les limaces. Quel scénario favorise l'abondance, favorise le développement des limaces? Quel scénario défavorise l'abondance de limaces?
On pense aussi que c'est un capteur qui peut être amélioré pour détecter à la fois les limaces et leurs prédateurs, par exemple les carabes, pour en apprendre plus sur la présence de populations de carabes en fonction des scénarios. Bon, nous, généralement, par rapport à ce capteur, on pense que c'est un fort potentiel académique pour en apprendre plus sur les limaces. Et on pense également qu'il peut avoir un atout très intéressant pour relier ce capteur, donc le nombre de limaces observées par ce capteur, avec une intensité de dégâts sur la culture adjacente. Donc pour avoir un seuil, définir un seuil de traitement, seuil d'intervention. Ensuite, les caméras connectées, elles sont aussi utilisées pour l'observation des auxiliaires. Donc à l'INRA, c'est quelque chose qui est travaillé dans le cadre de plusieurs projets. Là, je vous ai présenté un de leurs nombreux projets qui s'appelle le projet PISCOP. Donc le projet PISCOP, en fait, il s'intéresse à l'observation des relations prédateurs-proie au champ. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, dès qu'il y a le facteur humain, le facteur homme, en fait, dès qu'on regarde quelque chose dans un champ, nous-mêmes, on perturbe le milieu. C'est-à-dire qu'un prédateur va être perturbé par le facteur observateur, et du coup, il va réagir potentiellement différemment de comment il aurait réagi dans la nature. Donc pour cela, l'INRA a développé des capteurs, c'est toujours en voie de développement, surtout de la recherche un peu fondamentale, pour en apprendre plus sur les relations proie-prédateur, développer des capteurs qui permettent de filmer en continu au champ ce qui se passe. Et ensuite, ils regardent les vidéos eux-mêmes, ils regardent qu'est-ce qui s'est passé pour en apprendre plus, comment interagissent ces relations-là, quoi, prédateur-proie. Donc il existe différentes caméras, caméra Bicam, caméra Fauna Photonics, donc ça c'est des entreprises qui s'intéressent à ce sujet en dehors de l'INRA. Donc pour résumer au niveau des pièges et des caméras connectées, les pièges connectés, en fait, nous on pense qu'il faut améliorer les pièges non connectés afin de les rendre plus efficaces. C'est vraiment ce que je vous ai présenté avec le dispositif TrapView et les pièges Tipeee. On pense qu'une fois que le piège non connecté est adapté à sa cible, alors la connexion de celui-ci devient envisageable. Il est prématuré de connecter un piège qui n'est pas forcément efficace par rapport à la cible souhaitée. Et on pense aussi que l'algorithme de détection doit être amélioré au cours du temps par apprentissage, donc par machine learning, comme la question qui était posée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un énorme challenge de détection des cibles par analyse d'image, parce que comme vous le savez, le monde des insectes est très vaste. On peut avoir un puceron qui va être tout petit, on peut avoir un carabe qui est immense, et donc ça veut dire que la détection par image est un véritable challenge. Donc c'est des outils qui restent encore à améliorer. Au niveau des caméras connectées, nous on pense que les caméras connectées ont un fort potentiel académique pour en apprendre plus sur les ravageurs et les prédateurs. Et c'est très intéressant que ce ne soit pas un piège, car ça va observer ce qui se passe au champ sans biaiser, entre guillemets, l'observation par le facteur piège. Ensuite, en dehors des pièges et des caméras connectées, il existe d'autres types de capteurs qui sont en cours de développement. Là, on est encore dans la recherche fondamentale, mais c'est intéressant d'en parler. Par exemple, sur coton, donc une culture qui est pas trop par chez nous. Par exemple, sur coton, il existe un ravageur qui pose problème, qui est une punaise. Et dans la bibliographie, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'identification des fréquences sonores de vol de ces punaises afin de déterminer si le ravageur est présent dans le champ. C'est-à-dire que ça va être des petits micros qui vont écouter les fréquences et cerner la fréquence sonore qui est attribuée au vol de la punaise qui est ravageur sur coton. Ensuite, si on regarde, il y a d'autres types de capteurs qui sont en recherche. Donc des nez connectés, ce qu'on va appeler des nez connectés, c'est-à-dire des capteurs qui vont identifier, analyser les composés organiques volatiles émis par les plantes. Donc qu'est-ce qu'un composé organique volatile? En fait, quand une plante est attaquée par un ravageur, la plante se met à produire des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des composés qu'elle relâche dans l'air, pour alerter soit les autres plantes qu'elle se fait attaquer, donc il faut qu'elle prépare ses défenses, ou soit alerter des prédateurs, des parasitoïdes, que le ravageur est là, donc ils peuvent venir pour se nourrir, tout simplement. Donc ces nez connectés vont capter ces composés afin de savoir si le ravageur est présent. Et enfin, autre type d'axe de recherche,
la recherche sur les fréquences sonores de chant. Donc là, il y a des capteurs qui sont en développement aussi, donc quand même encore au stade recherche fondamentale, pour détecter, analyser les fréquences son émis par les insectes et les ravageurs. Et enfin, la dernière slide que je vous ai mis, c'était pour rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde des insectes est très vaste et se baser sur l'analyse d'images est un véritable challenge parce que il existe des formes, une diversité qui est considérable d'insectes et ça suscite des algorithmes de détection qui sont qui sont vraiment poussés, quoi. Voilà. Merci François. Donc on va pouvoir passer à quelques questions. Il y avait notamment des questions sur le dispositif TrapView plus Tipeee. Est-ce que tu peux redonner les quelques éléments de pourquoi ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné sur Piral et Sesame? Alors le dispositif TrapView sans l'amélioration, c'est ça? Oui, ça devait être ça. D'accord. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout simplement, bon alors déjà, moi je vais être très humble, moi je représente le pôle ravageur, hein, donc je présente des essais qui ont été faits par mes collègues. Moi, ce que j'ai compris par rapport à ce dispositif TrapView, c'est-à-dire qu'en fait, la grille, le papillon s'engouffre dans le piège, et malheureusement, d'autres insectes que le papillon peuvent s'engouffrer dans le piège. Et de ce fait, par exemple, il peut y avoir des coléoptères, d'autres choses qui se collent sur la plaque engluée, et l'algorithme est perturbé et va pas forcément comprendre que un coléoptère n'est pas un papillon, quoi. Donc là, il y a vraiment du machine learning à faire, apprendre à la machine ce que c'est une héliotis et ce qui n'est pas une héliotis, si on repart sur l'héliotis. Mais nous, on s'est dit qu'il fallait améliorer le piège afin que les coléoptères ne puissent plus rentrer. Et c'est pour ça qu'on est reparti sur un piège Tipeee qui était adapté à ces papillons-là, quoi, avec la phéromone placée. Ok. Question, je ne sais pas si tu sais, mais le fait de modifier des pièges comme ça, est-ce que ça pose des problèmes, des questions sur la propriété, à qui appartient du coup ce piège? Est-ce que ça se fait? Est-ce que tu as des choses là-dessus, des infos? Par rapport à quel piège? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que le fait que TrapView est un piège, on va dire, commercialisé, que Ouais. nous on l'a modifié en rajoutant un piège Tipeee, est-ce que ça peut se faire? Alors, est-ce que ça peut se faire? Là, je pense pas que ça peut se faire à l'échelle, à l'échelle du particulier. Du moins, je sais pas si ça peut se faire. Mais en tout cas, nous, c'était surtout pour notre méthodologie, en fait. Comment on évalue un piège, pourquoi celui-ci il fonctionne pas. Donc il y avait deux axes, il y avait améliorer l'algorithme ou améliorer le piège. Nous, on est parti sur améliorer le piège à court terme. Et on s'est rendu compte que l'amélioration avait considérablement amélioré le dispositif TrapView. Maintenant, après, c'est uniquement TrapView qui décidera d'améliorer leur piège. C'est pas à nous de le faire, quoi. Voilà. Ok. Sur les limaces, est-ce que tu peux revenir un peu sur les caméras connectées pour les limaces, expliquer un peu la méthodo qui est employée et la difficulté que ça peut avoir à utiliser ce type de capteur dans un objectif de suivi, on va dire, ou en grande culture de suivre les limaces? Alors, la méthodo pour évaluer ce capteur, il faut savoir que ce sont des capteurs qui sont en cours en voie de développement. Nous, on a testé des capteurs qui n'étaient pas encore en phase industrialisée, donc des prototypes. Nous, on devait regarder, en fait, l'idée était de tester le capteur, voir comment il fonctionne, et savoir si c'était possible de le relier à un seuil de lisibilité des limaces autour de ce capteur, donc sur la parcelle adjacente. Le capteur a l'air de bien fonctionner par rapport au comptage des limaces, du peu qu'on a vu, parce qu'on a aussi essayé de le relier avec des pièges tapis que vous connaissez, quoi, les pièges tapis tout simple. Au niveau de la méthodo, en fait, nous, on a placé plusieurs capteurs sur une même parcelle. Déjà, un, pour savoir si les capteurs comptaient le même nombre de limaces. Et deux, pour avoir des statistiques qui soient assez fortes pour relier ce nombre de limaces avec une intensité de dégâts autour. Maintenant, après, on ne peut pas s'avancer plus sur un seul essai. Moi, je pense que c'est un essai qui doit être répété
pour acquérir encore plus de données et pour avancer par rapport à cette thématique. Maintenant, je pense aussi que c'est vraiment un outil avec un fort potentiel académique, je le répète. Ça, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant de pouvoir en déployer dans le cadre de plusieurs scénarios, voir les différences de population de limaces en fonction des différentes cultures, ce genre de choses. Parce que finalement, c'est des animaux, enfin des organismes, parce que ce ne sont pas des insectes, ce sont des organismes qui sont très peu, enfin assez peu connus au niveau de leur biologie et des scénarios qui engendrent une abondance de limaces, quoi. Ok. Et on va pouvoir prendre une dernière question. Avez-vous travaillé sur du matériel connecté pour le suivi de ravageurs type mulot campagnol? Donc une autre espèce de ravageur. Alors là, pour répondre simplement, pas à ma connaissance. Ok. Voilà. Là, pas à ma connaissance, non, ça n'a pas été travaillé encore. Très bien. Ok, bon, bah, on va pouvoir passer à la partie suivante. Parce que c'est vrai que, enfin, si je fais un peu un retour aussi sur cette thématique ravageur par rapport aux autres thématiques qu'on a pu aborder depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'il y a, je pense que tu pourras valider François, mais il y a moins de nouvelles technologies par rapport aux ravageurs, par rapport aux difficultés que tu as évoquées en intelligence artificielle, et les contraintes, on va dire, plutôt informatiques que, on va dire, sur l'agroéquipement, puisque en désherbage, on a quand même beaucoup plus de technologies qui sont en cours, qui sont développées et qui sont même commercialisées depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que là, les ravageurs, c'est plus difficile aussi parce qu'on est sur des insectes. Donc pour les suivre, ça demande des prises de photos importantes et donc une gestion des données extrêmement, on va dire, compliquée, complexe et d'analyse. Donc c'est vrai que là, pour prendre la bonne décision, c'est compliqué. Donc là, on va pouvoir passer à la prochaine thématique qui va justement traiter sur les données. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données qui proviennent des différentes technologies avec Inès, qui va pouvoir nous présenter ça sur la thématique prise de décision qui a pu avoir lieu sur la Digiferm de Saint-Hilaire et puis plus globalement au sein du réseau Digiferm. Ouais, tout à fait. Merci Benjamin. Donc bonjour à tous, moi je suis Inès Tetaer, ingénieure chargée de développement de l'agriculture numérique et responsable du réseau des Digiferm. Je vais vous parler donc avec Benjamin du numérique au service de la prise de décision. C'est un axe qui est travaillé par Saint-Hilaire avec d'autres Digiferm et avec d'autres partenaires. Lors des précédents colloques ou même lors de la présentation qu'on vient d'avoir juste avant, on a utilisé en fait les solutions numériques pour produire mieux des cultures. Mais moi, je vais essayer de vous donner également le goût d'apprendre à cultiver vos données pour en retirer un grand bénéfice à l'aide de la prise de décision. Quelques petits chiffres pour commencer. Aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de données qui sont produites chaque jour dans le monde. Elles proviennent des médias, du web, des réseaux sociaux, des flux financiers, des satellites, de la météo, des drones, des capteurs, etc. Cette production massive de données, c'est ce qu'on appelle le big data. Alors, produire des données, c'est bien, mais les analyser, c'est mieux. Ça permet de gagner en précision, en pertinence. Par exemple, quand on analyse le vert du blé, on peut le lier à son taux de chlorophylle et on est capable de déterminer son besoin en nutriments et donc de lui apporter l'azote au bon moment, au bon endroit et à la bonne dose. Analyser cette donnée, ça permet de gagner en productivité. L'analyse des data, elle permet donc d'améliorer notre prise de décision. Cet accompagnement dans la prise de décision, il peut être soit tactique pour garantir une production en cours de campagne, soit stratégique pour réfléchir en profondeur des évolutions sur l'exploitation. Concernant la prise de décision tactique, je vais commencer par un exemple qui n'est pas tout à fait à Saint-Hilaire parce que c'est sur la culture de pommes de terre, mais en fait qui dépend beaucoup de la météo. C'est la première data qui est indispensable à la gestion quotidienne des productions. S'assurer d'avoir des données fiables, en premier lieu, c'est essentiel. Sur la Digiferm de Boigneville, on a mené une expérience avec l'OAD Mileos. Donc Mileos, c'est un outil d'aide à la décision qui permet de cibler les interventions sur pommes de terre pour lutter contre le mildiou. Cet outil, il s'appuie sur un modèle de calcul du risque journalier, prenant en compte les caractéristiques parcellaires et la météo à la parcelle pour définir un calendrier d'intervention.
Et parce que le risque maladie, il est très dépendant des conditions hygrométriques qui sont propres à la parcelle, une station météo connectée aujourd'hui, ou bien des données météo spatialisées dans le futur sont indispensables. Sur la digiferme de Boigneville, on a donc comparé plusieurs stations météo connectées entre elles avec une station Météo France dite de référence. Cette comparaison, on l'a également menée à Villars-Saint-Christophe dans les Hauts-de-France. Première observation déjà, la réponse des stations météo connectées, elle peut varier fortement d'un site à l'autre, selon le contexte climatique, la qualité de fabrication, la durabilité des capteurs qui sont mis sur la station. Deuxième point, qui est souvent négligé, c'est l'importance de bien placer sa station météo. Tout le monde le sait, un rappel, ça fait quand même pas de mal, il faut la placer en bord de parcelle et pas dans la culture. Il faut la placer loin de tout élément perturbateur du climat, comme les haies, les arbres ou bien les bâtiments. Vous comprenez que sinon elle aura du mal à capter le vent, par exemple, ou bien la pluie. Et puis, il ne faut pas oublier un nettoyage régulier des capteurs de la station en maintenance préventive pour éviter des maintenances curatives, mais également l'indisponibilité des données météo. Lorsque l'on regarde l'impact que peuvent avoir des données erronées sur l'OAD Milios, ça peut avoir des conséquences agronomiques et économiques qui sont considérables. Il peut du coup préconiser trop de traitements sans être certain in fine de protéger efficacement la culture. Si on revient sur Saint-Hilaire et qu'on regarde un peu les données que l'on obtient en cours de campagne. Ouais, alors, oui, exactement, Inès. Alors, c'est vrai que sur Saint-Hilaire, on a nous aussi, une station météo, hein, connectée, et on fait bien attention de bien l'entretenir et de couper toutes les haies, bien autour. Alors c'est vrai que par contre on a pas mal d'autres, technologies, enfin de données qui sont acquéries puisque ça fait 3 ans qu'on travaille sur les nouvelles technologies. Donc, par exemple, typiquement ce qu'on vient de vous présenter, hein, sur le piège, Iglic pour les ravageurs. Hier par exemple, c'était sur les cartes de sol intraparcellaires, on va dire, d'hétérogénéité du sol. On a les cartes de résistivité, conductivité, d'infrarouge, enfin pareil sur les plantes, on a énormément de choses. Et puis, vous allez voir aussi demain sur l'élevage. Là, les données sont aussi très abondantes. Je dirais même, actuellement, dans l'atelier élevage, on a quand même aujourd'hui en France plus de données qu'en grande culture, puisqu'on a énormément de capteurs qui sont développés, au sein des fermes, par exemple sur tout ce qui est capteurs embarqués sur l'animal, ou même que ce soit, sur la gestion du fourrage ou les capteurs pour les récoltes, du fourrage et le suivi du fourrage dans le temps. Donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, la complexité d'avoir toutes ces datas, c'est de pouvoir tous les mettre sur le même écran, ou du moins en fait c'est des datas qui arrivent sur des formats différents. Il y en a qui sont sous format Excel, d'autres on va dire sous des formats où c'est envoyé sous forme d'alerte SMS auprès de l'éleveur. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué de tout réunir toutes ces données sur un même tableau, on va dire. Et je dirais aussi que des fois, notamment sur la digiferme de Saint-Hilaire, peut y avoir des données qui appartiennent à différentes personnes. Par exemple, la personne chargée de l'élevage va avoir les données sur l'élevage et ça va être une autre personne qui va avoir les données spécifiques aux grandes cultures. Donc des fois, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Je me rends compte par exemple, puisque moi je suis arrivé au mois de septembre au sein de la digiferme d'Arvalis, c'est vrai que quand on arrive, ça peut être compliqué de vouloir chercher toutes ces données qui sont un peu éparpillées dans différents dossiers. Donc avoir un tableau de bord, ça peut être pas mal, je pense, par exemple des grandes fermes, des grandes exploitations qui ont également des capteurs comme ça et qui, par exemple, ont des nouveaux employés. Et donc avoir avoir un outil qui permet de regrouper toutes ces données sans forcément les analyser, mais déjà avoir une vision, on va dire, type tableau de bord, ça peut être très utile et gagner pas mal de temps. Tout à fait. Alors, du coup, en fait, c'est un travail qu'on a mené en partenariat avec des étudiants d'AgroSup Dijon et Bordeaux Sciences Agro, à savoir comment est-ce qu'on devait créer un tableau de bord connecté.
L'objectif, c'est bien de rassembler, comme tu l'as dit, des données multisources qui sont issues de différents capteurs au sein d'une seule et unique interface. Pour ce faire, on a classé d'abord les besoins des utilisateurs. Donc, on voit qu'en premier, ils nous ont demandé d'afficher la météo. C'était pour eux le point le plus important. Et ensuite, deuxième point très important, c'était de pouvoir consulter les marchés. Et puis que finalement, c'était beaucoup moins important de séparer le stratégique et le tactique ou bien d'afficher une carte parcellaire. On a également étudié quels étaient leurs besoins autour d'un tel outil. Donc, ils ont des besoins de sécurité en contrôlant leurs données, à qui est-ce qu'ils les donnent, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Un besoin de confort sur l'ergonomie, la praticité de l'outil et l'interaction entre l'homme et la machine. Tout ceci, ça aboutit, tout ce travail-là, ça aboutit à un maquettage d'un tableau de bord qui prenait en compte les différences de besoins selon les utilisateurs. Alors ouais, sur la Digiferm de Saint-Hilaire, voilà ce que pourrait donner ce type de tableau de bord. Alors elle n'est pas encore finalisée, il y a encore des étapes informatiques à établir, à effectuer, mais ça peut être ce genre de maquette où quand on parle de tableau de bord, comme tu l'as dit, on parle on va dire de prise de décision tactique, donc vraiment en cours de culture au quotidien. Donc il est nécessaire d'avoir par exemple une petite fenêtre où on a la météo du jour ou la météo dans l'heure qui va venir pour effectuer ou non des interventions le matin ou l'après-midi, ou également pour ceux qui ont, on va dire, des productions à vendre, connaître les marchés qui sont en cours pour eh bien gérer le bon créneau de vente de leur production. Et puis pour les éleveurs, c'est aussi forcément d'avoir au quotidien les alertes qui a pu y avoir plus ou moins importantes, par exemple les alertes durant la nuit ou les alertes qui sont en cours d'émission. Donc voilà, c'est le but de ce tableau de bord, hein, c'est pas d'interconnecter les données entre elles, hein, c'est vraiment d'avoir différentes fenêtres et que ça soit personnalisable, on va dire, par l'éleveur pour qu'il puisse afficher les données qui lui intéressent. Alors par exemple, on a différentes fenêtres qui peuvent s'ouvrir, notamment celle qui est la plus importante forcément pour un agriculteur. C'est la météo, donc ça peut se représenter sous ce type de format. On a la météo en fonction du jour, même de l'heure, avec différents, on va dire, facteurs météorologiques comme la température, la pluie ou le vent. Et puis on peut avoir quand même une première, on va dire, analyse de ces traitements, enfin de ces facteurs, notamment pour l'intervention de type traitement. Est-ce qu'on a les bonnes conditions de vent ou d'hygrométrie pour apporter les traitements au bon moment. Donc ça existe par exemple sur des OAD type Tameo qui sont développés au sein d'Arvalis, mais ça peut être des extraits qui sont intégrés dans ce type de tableau de bord pour vraiment avoir un suivi en temps réel. Et l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de visuel, parce que c'est vrai que là, on a pas mal même rien que sur ce tableau, on a pas mal de données météo, mais la dernière ligne permet à l'agriculteur d'avoir une prise de décision rapide sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui et s'il peut le faire. Alors un autre onglet, ça peut être aussi afficher son parcellaire. Alors l'intérêt à Saint-Hilaire on va être honnête, est assez limité parce qu'en fait, le parcellaire de Saint-Hilaire est très regroupé. Toutes les parcelles, les 130 hectares, sont autour d'un rayon d'1 kilomètre. Donc afficher le parcellaire n'est pas forcément très utile. Par contre, quand je pense à des grosses exploitations de 400, 500, voire plus 600 hectares, qui ont des parcellaires très éclatés, où là, ils doivent faire plutôt des distances de 30-40 km entre parcelles, voire plus parfois. Là, ça peut être intéressant d'avoir ce type de tableau de bord qui permet de visualiser en temps réel où en sont, on va dire, où sont les champs et se rappeler les types de cultures, voire même leur stade. Et aussi, je pense que c'est important dans ce genre d'exploitation pour gérer le personnel, on va dire, pour gérer les ouvriers. Ça, je pense que c'est aussi un bon moyen de management des équipes en disant, voilà, chaque matin, de façon visuelle, c'est un support visuel, en disant, tiens, aujourd'hui, on va faire telle intervention sur ces parcelles-là, et puis toi, tu feras une autre intervention sur une autre culture. Donc voilà, on va dire, c'est aussi un atout de support managérial.
Alors ce tableau de bord, hein, c'est une maquette, comme on l'a bien dit au début. On s'est ensuite intéressé, après ce maquettage, aux contraintes et puis aux verrous numériques d'un tel outil. Et on s'est rendu compte que générer une interface avec un seul mot de passe, c'est pas un problème en fait. C'est même assez simplement réalisable avec tous ces widgets, comme Benjamin l'a présenté, qui peuvent apparaître en premier lieu et être un lien vers d'autres applications. Mais en fait, l'objectif final d'un tel outil, là où il va trouver toute sa valeur, c'est lorsqu'on peut générer de nouvelles informations. Autrement dit, il faut que les données, elles se parlent et qu'elles puissent être analysées. Par exemple, si on lit l'activité d'un bovin à sa température corporelle, on est capable de prévenir de sa maladie et prise de décision tactique de traiter et soigner cet animal. Quant au gain, on peut économiser un traitement pour l'ensemble du troupeau. De même dans le futur, on peut imaginer être capable de lier non seulement la météo au risque maladie, comme on l'a montré avec Mileos ou avec Tameo, c'est ce qui est fait aujourd'hui, mais on peut également penser que demain on pourra le lier aux plages de traitement possibles, commandant ainsi un système autonome de protection des cultures à distance. Et en fait, le fait que les données se parlent et puissent être analysées, c'est là aujourd'hui le principal point de blocage. Ça nécessite des compétences informatiques et numériques qu'on n'a pas dans le monde agricole et un support web qui soit robuste. De ce projet est donc ressorti un cahier des charges qu'on vous a présenté, qui est un support de travail qui peut servir à de nouveaux partenariats. Ces travaux, ils datent de 2016-2017 et il existe aujourd'hui quelques outils de superposition des datas, mais ils ne sont pas encore à proposer des décisions tactiques. Alors un petit point de lumière quand même, on voit que commence à s'intéresser à l'agriculteur des acteurs majeurs du web et de l'informatique, tels que Google ou Microsoft, qui eux ont les compétences qui nous font défaut. Pour nos futurs travaux, à Saint-Hilaire, on va s'orienter vers un outil de visualisation des données qui vient d'arriver sur le marché, qui s'appelle Power BI, qui est développé par Microsoft. Et en fait, cet outil il permet de visualiser sur une seule interface différentes données de différentes origines en liant les bases de données entre elles. Ça devrait en fait nous permettre une première possibilité dans la prise de décision. Deuxième intérêt à l'analyse des datas et c'est l'aide à la prise de décision stratégique cette fois. Donc en fait, on change d'échelle par rapport à la campagne en cours. On cherche à analyser la situation plus en profondeur pour prendre des décisions qui seront peut-être plus complexes, mais qui feront évoluer, qui feront changer la situation sur plusieurs plans. Pour choisir la meilleure voie d'amélioration, il faut avoir toutes les connaissances de son système de culture, de son exploitation, ses bilans, afin de dresser une évaluation de sa situation. À Saint-Hilaire, on utilise Sister, qui est un outil d'évaluation multicritère de la performance des exploitations agricoles. Contrairement aux outils d'aide à la décision classiques, Sister, il n'est pas à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle du système de culture. Ouais, c'est ça exactement. Et puis, alors vu que nous, sur Saint-Hilaire, on est sur une ferme de polyculture élevage avec un atelier bovin-viande, il y a besoin aussi d'avoir d'autres outils en plus de Sister pour évaluer le système de production dans sa globalité. Quand on parle de système de production, c'est bien les systèmes de culture et puis d'autres ateliers, comme nous, c'est l'atelier bovin. Donc ça a amené à, on va dire, à prendre en compte différents outils, à utiliser différents outils de justement d'analyse à l'échelle système. Alors, par contre, on peut pas aller jusqu'à l'échelle territoriale aujourd'hui. Alors pourquoi on peut pas aller jusqu'à l'échelle territoriale? Parce que là, en fait, ça impliquerait de faire appel à d'autres acteurs pour avoir vraiment un raisonnement à l'échelle territoriale, puisque dès qu'on va on va sortir de son exploitation, forcément, déjà d'une part, on sera avec d'autres voisins agriculteurs, donc ça va encore, mais il faut aussi prendre en compte bien les habitations, enfin du moins les mairies, les associations, ou même l'administration qui gère par exemple la gestion de l'eau. Donc ça, c'est des échelles d'études un peu plus complexes, on va dire, à mettre en place aujourd'hui et un peu moins, on va dire, d'intérêt pour les agriculteurs aujourd'hui, du moins sur la station de Saint-Hilaire. Il faut prendre aussi en compte les industries et voilà, tous les acteurs du territoire, ce qui n'est pas facile, comme tu dis. Du coup, comment ça fonctionne, Sister?
Donc on entre les données de son exploitation, le parc matériel, la main-d'œuvre là seulement, et puis grâce aux références d'Arvalis, base de données phyto, prix, outils, amortissement, etc., l'outil il sort une évaluation des règles de décision et il caractérise le système via des indicateurs. Au total, c'est plus de 200 indicateurs qui sont sortis, donc on vous a mis ici juste les principaux, et ils sont répartis dans 3 classes. Il y a les indicateurs économiques, comme le produit brut de l'exploitation, le coût de production de chaque culture. Il y a des indicateurs sociétaux, comme le nombre d'hectares par UTH ou bien le temps de travail. Et puis, il y a des indicateurs environnementaux, par exemple la consommation énergétique, l'énergie brute produite, les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça nous permet d'obtenir un cliché des performances de son exploitation à l'instant où on calcule les indicateurs. Alors, si je reprends l'exemple de Saint-Hilaire, l'exemple concret de Saint-Hilaire, alors comment ça s'est passé en fait le changement de système de culture à Saint-Hilaire ou même de système de production? En fait, on s'était rendu compte que globalement, notre système était un système représentatif du territoire lorrain, c'est-à-dire avec au départ donc des systèmes de culture à rotation courte, type colza blé orge. Mais qui faisait face, on va dire, à des fortes contraintes, des impasses techniques, notamment au niveau du désherbage et de la rentabilité économique. Donc c'est pour ça qu'on l'a voulu initier au sein de la ferme, eh bien on va dire une réflexion au système de culture. Donc ça, comment ça s'est passé concrètement? Alors c'est quelque chose qui est long à mettre en place. Hein, c'est pas, on va dire, c'est pas, on se dit pas un beau matin, on va utiliser Cister, ça va prendre 10 minutes. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, ce on a fait, c'est qu'on a d'abord réuni, on va dire, un groupe de réflexion. Donc, les équipes de Saint-Hilaire, notamment, mais aussi les coopératives, les chambres d'agriculture, on a également les écoles, pour nous aider, on va dire, à établir différents prototypes de systèmes de culture. Et donc, on a eu donc plusieurs réunions et à l'issue de ces réunions, on a eu un prototype qui répondait en fait à nos objectifs. Donc, on s'était fixé des exigences au niveau de différents objectifs, hein, puisqu'on est sur un système de culture, donc c'est multi-performance. On a à la fois des objectifs économiques, techniques, agronomiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Et le gros avantage, je dirais, à Cister et l'outil développé aussi par l'IDEL sur le système d'élevage, c'est que ça nous apporte, on va dire, une visualisation quantitative du système qu'on veut mettre en place. Ça, en fait, le radar qui vous est présenté ici, en fait, c'est l'évaluation du système avant de le mettre en place, avant même de le mettre en place sur Saint-Hilaire. Donc, ça nous apporte pas mal d'informations sur ce qu'on peut espérer avec ce nouveau système de culture. Donc, concrètement, on a en fait dans ce radar différents indicateurs, hein, mais on va dire les indicateurs bruts de base, il y en a 100, 200, comme l'a expliqué Inès, et ils sont, on va dire, agglomérés en indicateurs pertinents pour nous. Et donc, ce qu'on a en ligne noire, c'est le point initial de Saint-Hilaire, donc avant la mise en place du système de culture. Et la ligne verte, c'est le système de culture qui va être mis en place par rapport aux différents leviers qu'on a pu mobiliser. Donc, par exemple, concrètement, sur Saint-Hilaire, ça peut être l'introduction de nouvelles cultures type légumineuses, donc un allongement de la rotation, une diversification de la rotation, des cultures associées, donc colza avec des légumineuses, des cultures permanentes. Et puis on a également, par exemple, entre autres, l'utilisation plus importante de leviers de désherbage mécanique en remplacement de leviers de désherbage chimique. Et donc ça a permis d'évaluer, on va dire, l'influence de tous ces leviers. Alors par exemple, sur l'IFT herbicide, bien sûr, on a réduit cet IFT par rapport au point initial. Donc on est là maintenant à 70%, donc on a réduit de 30%. L'IFT total, on l'a réduit de 12%. La marge brute hors aide ou les produits bruts, enfin les indicateurs économiques, on est à plus, on va dire 19 voire 13%. Par contre, on peut pas gagner sur tous les plans. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a certains indicateurs où on augmente, on va dire, de façon négative. Donc, par exemple, les charges de mécanisation, on augmente de 9% par rapport à avant, ce qui est un peu normal puisque on utilise plus de désherbage mécanique. Donc, pareil, hein, pour la consommation de carburant, plus 3%. Donc, on ne gagne pas sur tous les niveaux, mais je dirais que ce radar, c'est vraiment quelque chose d'important pour les agriculteurs qui veulent essayer de changer de système, même s'ils ont une réflexion profonde sur le système, avoir quelque chose de chiffré
c'est important parce que je pense que, par exemple, certains agriculteurs peuvent être focalisés sur des leviers, mais uniquement sur un indicateur. Par exemple, ils peuvent vouloir changer de système et être que sur l'IFT herbicide, donc mobiliser énormément de leviers pour réussir à diminuer de 50% leur herbicide, mais ils vont pas se rendre compte que ça a des impacts sur d'autres indicateurs. Par exemple, quand ils vont rentrer leurs données de leur nouveau système dans l'OAD, ils vont peut-être se rendre compte que finalement, en fait, on réduit peut-être de 50% l'IFT, mais en termes de temps de travail, on l'augmente peut-être non pas de 6%, mais peut-être de 30 ou 40%, ou bien la marge brute, elle est peut-être pas augmentée, elle est peut-être pas en augmentation par rapport à ses attentes. Donc ça permet de mettre des chiffres et de se rendre compte que, bon voilà, faut relativiser, faut avoir un peu une prise de recul suffisante pour être sûr que le système remplit à l'ensemble de ses objectifs et pas seulement à quelques-uns. Et comme tu l'as dit au tout début de ta présentation sur les travaux sur Cister à Saint-Hilaire, c'est un outil qui est long à remplir et à manipuler. Du coup, au cours de ces 3 dernières années, on a déposé un projet européen pour faire évoluer Cister. Tout d'abord, le faire évoluer sur le fond en créant des interfaces web afin qu'il soit plus facilement accessible. Aujourd'hui, il est disponible sous Access. Le faire évoluer également dans ses liens en le rendant interopérable sur ses sorties. C'est ce qu'on appelle des API, Application Programming Interface. C'est ce qui sert à ce qu'en fait les différents outils puissent communiquer entre eux, un peu comme un traducteur. On s'est également engagé à réfléchir l'évolution de l'outil pour voir si, de la sortie des indicateurs, il est possible d'évoluer vers du conseil stratégique. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué Benjamin, on a les différents indicateurs, mais on ne nous explique pas forcément quel est le meilleur choix et vers quoi on pourrait pencher. Cette réflexion, donc, on l'a menée en partenariat avec TerraSolis, qui est un pôle d'innovation agricole au service des acteurs et du territoire du Grand Est. Et ça nous a mené à réfléchir à une nouvelle façon de travailler. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà été menées sur les décisions stratégiques que prennent les agriculteurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'adapter aux contraintes d'aujourd'hui et pour intégrer une solution numérique ? On a donc décidé de créer un concours informatique AgriSprint sous 48 heures, qui regroupe des codeurs, des professionnels du monde agricole, des conseillers de coopératives, banques, des conseillers financiers, des instituts techniques, la Digiferme de TerraLab, les agriculteurs et des étudiants BTS agricoles de Reims-Thillois. C'est en fait ce qu'on nomme communément dans le monde du numérique un hackathon. L'objectif, c'était en 2 jours d'aller interviewer dans le département des agriculteurs grande culture qui avaient fait évoluer leur système. Par exemple, en ajoutant un élevage de poulets bio-labellisé ou bien en se diversifiant en maraîchage avec un magasin de vente à la ferme ou bien en passant la moitié de leur assolement en colza alors que c'est une culture qui aujourd'hui rencontre beaucoup de contraintes techniques. L'objectif en les interviewant, c'était de comprendre leurs orientations et leurs choix, et puis de créer un outil web stratégique qui aurait pu répondre à leurs besoins quand ils se sont demandé comment évoluer. Pour ce hackathon, il y avait 6 équipes, chacune a été interrogée différents agriculteurs et donc a réfléchi à un OAD stratégique différent. Au total, c'est 50 personnes qui ont participé et à la fin des 48 heures, les équipes elles devaient présenter leur projet devant un jury qui était composé de conseillers du monde agricole et d'agriculteurs. Le premier prix était quand même de 3 000 € et pour les projets suivants, ils gagnaient différents lots de la région. Les 3 premiers projets, sur les 6 projets, il y en a 3 qui concernaient la gestion de la trésorerie ou de la vente. Il y avait Crésus, Balance ton blé et AgriAdvisor. Ensuite, il y a un projet qui a été créé qui visait à simplifier l'enregistrement des pratiques sur l'exploitation via un chat qui s'appelait AgriVox. Et il y a un projet qui a proposé aux agriculteurs une nouvelle façon pour échanger entre eux qui s'appelait Ramène ta grappe. Enfin, le 6e projet, lui, il portait sur une interopérabilité plus grande entre les différents outils, produisant de l'analyse de data, des préconisations quant aux différentes stratégies possibles. Ce dernier projet, Farmbook, je vais vous le présenter plus en détail parce que c'est lui qui aujourd'hui se rapproche le plus d'un OAD stratégique. Alors, quand on entre dans cet outil, qui est, je le rappelle, un prototype, donc on commence par se connecter, et puis on arrive sur une première page où on peut remplir
ou intégrer directement via des API son parc matériel. On peut également voir son organisation du travail et puis aussi les actions qu'il doit être fait via des liens sur des OAD tactiques utilisés. On a la possibilité d'ajouter ces données financières et puis d'intégrer ces pratiques culturelles classiquement utilisées. On peut également définir quel est l'objectif de son exploitation parce qu'on s'est rendu compte que selon les agriculteurs, ils avaient des objectifs différents et c'était aussi ça qui avait motivé leur choix quant aux décisions stratégiques. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer ces indicateurs. Alors là, vous l'avez compris, tout de suite, ce projet, en fait, il s'appuie directement sur Cister. Une fois qu'on a les indicateurs, le projet, il pourrait proposer différents leviers. Et donc, c'est là où il pourrait rajouter de la valeur ajoutée par rapport à Cister pour comment améliorer ces indicateurs. Donc, premier levier, par exemple, qu'il propose, c'est l'amélioration des charges de mécanisation. Donc, on a le recensement de tous les outils qu'on utilise, le tracteur, la moissonneuse-batteuse, la charrue, par exemple. Et puis, on voit aussi où est-ce qu'on en est par rapport à leur utilisation ou par rapport à leur amortissement financier. Ici, on voit, par exemple, que c'est le tracteur qui pourrait être changé. Et lorsqu'on clique sur lui, il nous propose un choix argumenté de différents leviers que l'on peut mettre en place pour renouveler ce tracteur. Donc, soit on achète du matériel, soit on l'échange avec une plateforme de co-farming, soit on l'achète en CUMA, ou soit on passe en prestation. Autre levier, par exemple, qui peut être modifié, ça peut être sur l'organisation quotidienne, ça peut être sur le choix de l'assolement. Si on imagine qu'on est sur une exploitation en blé, colza, orge, betterave, et que l'on veut rajouter du maïs, combien d'hectares est-ce qu'il faut ajouter? Quel est le rendement moyen espéré dans la région? Quel est le prix moyen vendu à la tonne? Et puis, à partir de ça, est-ce que c'est faisable ou pas? Et si oui, comment est-ce qu'on le commercialise? Est-ce qu'on le stocke à la ferme ou est-ce qu'on le vend directement? On a aussi eu, dans les échanges qu'on avait avec les agriculteurs, pas mal de personnes qui ont ajouté des ateliers. Donc si par exemple on se pose la question d'ajouter un atelier de poulet, tout de suite on a quelques chiffres sur cette construction. On peut aussi avoir la géolocalisation des éleveurs autour de soi et puis des informations sur les différents labels. Et enfin, bien sûr, on a la possibilité d'échanger avec ces différents conseillers. Alors, je le redis, cet outil, il est aujourd'hui qu'un projet. Il apporterait une analyse de l'exploitation à un instant T, mais également une analyse des différentes solutions d'amélioration possibles. Il n'est pas fonctionnel, il faudra beaucoup de temps pour arriver à le développer et beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, dans la suite du projet européen, on est à la recherche d'un étudiant qui pourra effectuer son stage sur cet outil et sur le cahier des charges de développement d'un OAD stratégique. En plus de tout ça, lors de ce projet-là, on a eu de nouvelles questions qui sont apparues entre la gestion et la confidentialité des données, le rôle indispensable du conseiller et son accompagnement autour des nouveaux outils. Pour conclure sur la prise de décision grâce au numérique, déjà, on s'est rendu compte qu'en captant des données avec différents outils pour suivre l'évolution des cultures, la météo, etc., on se retrouve vite avec des masses et des masses de données. On peut les combiner sur une échelle spatio-temporelle courte pour des prises de décision tactiques. Déjà, à ce niveau, il n'est pas évident de combiner toutes les informations sur une même culture. En visualisant simplement ces données, on espère pouvoir aller plus directement vers la bonne combinaison de data pour obtenir l'information voulue. En plus, quand on prend du recul et que l'on combine les données d'une culture avec les autres cultures, avec l'ensemble des données sur l'exploitation, on fait face en fait à des milliers de combinaisons possibles pour obtenir des informations de toutes sortes. Il existe quelques outils pour proposer une synthèse complète de l'exploitation à un instant T, mais le conseil quant aux décisions à prendre, il se fait encore oralement. Il n'est pas forcément basé sur des indicateurs exhaustifs, mais plutôt sur des arguments qui proviennent du vécu, de l'expérience d'autrui, de l'intuition. Alors je dis pas qu'il faut je dis pas qu'il faut plus s'appuyer sur cette expérience ni échanger, mais je pense qu'il est désormais possible de s'appuyer sur ces technologies qui peuvent embrasser bien plus largement que nous, et notamment à Saint-Hilaire, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Ouais, exactement. Et sur Saint-Hilaire, c'est vrai que on se pose de plus en plus de questions sur ces datas parce que c'est vrai qu'au début du projet, on était plus dans une optique de tester les nouvelles technologies en tant que telles. Donc, on était plus dans une optique de vérifier la validité des données qui pouvaient sortir de cette on va dire technologie, que ce soit en grande culture et en élevage. Et puis, donc maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est se dire quelles sont les données qui nous sont les plus pertinentes, parce que comme tu l'as dit, il y a des millions de combinaisons différentes. Et pour nous, dans la gestion de l'exploitation, parce qu'on est, même si on est une station expérimentale, on est quand même une ferme, on essaye de la gérer telle quelle. Et donc, se pose des questions sur quelle est les données les plus pertinentes. Par exemple, si je prends l'exemple d'hier sur les sols, on parlait à un moment des capteurs de rendement. C'est vrai que les capteurs, ça existe depuis 15-20 ans sur les moissonneuses. Et puis, on se pose la question, à quoi ça peut nous servir ces données? Parce qu'on en a des tapés et des tapés, mais derrière, en fait, c'est difficile de les valoriser, par exemple, pour faire des cartographies de sol, comme on l'a montré hier. Donc c'est ça, c'est de se dire, on a des données, lesquelles choisir, lesquelles sont les plus pertinentes, et puis derrière, c'est essayer de les combiner pour avoir quelque chose, surtout avoir quelque chose une donnée claire. C'est ça le plus important, c'est pas de se dire, on a une donnée, mais il faut 10 minutes pour essayer de la comprendre. Faut que ça soit clair, faut que ça soit intuitif, et que ça puisse permettre à l'agriculteur de prendre une décision rapidement, et qui n'est pas, on va dire, les traitements entre la donnée brute et la donnée qu'il observe. Il faut que ça soit clair, rapide et pertinent pour lui. Donc voilà, ces prochaines années, je pense qu'on va essayer de travailler sur ça, essayer de voir, d'analyser en profondeur les données qu'on a pu acquérir. Et puis même, on a pu acquérir d'autre part une expertise sur les nouvelles technologies et puis la gestion d'une exploitation numérique. Donc on va se poser des questions sur quel besoin on a en nouvelles données, quel besoin on aurait, on va dire, en nouvelles technologies pour avoir des indicateurs, on va dire, fiables, qui seraient d'intérêt pour nous, pour prendre des décisions, puisque d'autant plus qu'on est dans un système de culture nouveau, novateur, et on est dans une réflexion plutôt de règles de décision à prendre au cas par cas, au jour le jour, pour avoir les meilleurs résultats, on va dire, et remplir nos objectifs à l'échelle du système de culture. Donc maintenant, on va pouvoir passer à une partie questions. Alors, quelques questions. La première, le logiciel Sister est-il gratuit? Alors, ouais, le logiciel Sister, il est gratuit. Par contre, on n'y a accès qu'après une formation qui est payante et qui est dispensée par Arvalis. Ouais. Alors, ça fait lien avec un peu la deuxième question. Y a-t-il beaucoup d'informations à renseigner dans l'outil pour pouvoir générer le radar de performance? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Les données à renseigner doivent-elles être précises? Oui, oui. Ouais, vas-y, je te laisse répondre, Benjamin. Ouais, oui, effectivement, on est sur enfin, on va dire, on est sur une analyse du système de culture, donc ça prend pas 2 minutes, hein. Généralement, ça peut prendre 1 journée à 1 journée et demie, hein, parce qu'on doit renseigner énormément d'indicateurs très divers. Ça va, on va dire, par exemple, de la dose de produit jusqu'à la matière active. Donc c'est un niveau de précision élevé et très diversifié, donc ça demande pas mal on va dire d'heures. Mais je dirais que c'est à mettre en relatif avec ce que l'on veut obtenir. On veut obtenir, on va dire, une évaluation d'un système de culture. Donc les systèmes de culture, c'est pas à l'échelle d'un an, hein, c'est bien sûr à l'échelle de 5-10 ans. Donc travailler sur l'évaluation pendant quelques jours, ça semble quand même indispensable pour derrière mettre en place le meilleur système dans les prochaines années sur son exploitation. Et puis plus on est précis, plus on aura une estimation précise aussi des indicateurs et de comment est-ce qu'ils bougent en fonction de nos changements et de nos choix. Exactement, ouais. Mais n'hésitez pas à nous recontacter parce qu'il y a des formations spécifiques sur Sister pour le prendre en main et pour que vous soyez un peu autonome là-dessus. Autre question, donc sur l'OAD Sister, avez-vous gommé la variation de la marge brute liée à la fluctuation des prix de vente, impact marché isoculture, pour mesurer les impacts liés uniquement au changement des pratiques? Alors sur Saint-Hilaire, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait varier effectivement, on a pris différents scénarios de prix et on a regardé un peu la stabilité du système vis-à-vis de ces scénarios.
Donc effectivement, avec Sister, on peut avoir différentes hypothèses d'évolution du marché. Mais bon, si vous voulez plus de renseignements sur le cas concret de Saint-Hilaire, vous pouvez déjà regarder la vidéo qui vous a été envoyée avec le mail de connexion, avec le lien de connexion. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est avec plaisir qu'on vous fera un retour un peu plus détaillé sur l'évaluation qu'on a pu mener sur Saint-Hilaire. Alors, autre question, c'est plus sur le tableau de bord. Sur le maquettage du tableau de bord, l'analyse des besoins des agriculteurs, priorité et besoins, a été menée sur quel profil d'agriculteurs? Plutôt grande culture, élevage, maraîchage? Ça a été mené sur uniquement des agriculteurs grande culture dans la région de la Marne et de l'Aisne. Et en plus, ça a été aussi des agriculteurs qui avaient fait déjà des évolutions assez drastiques dans leur système. Donc c'était pas forcément ceux qui se posaient déjà, enfin ceux qui étaient encore en train de se poser des questions, c'était plutôt ceux qui avaient fait des choix en fait. D'accord. Autre question, est-ce possible d'accéder aux indicateurs moyens lorrains, des indicateurs du radar Sister? Alors on peut avoir accès aux indicateurs moyens lorrains en créant en fait une ferme type. En fait, au sein d'Arvelis, on a on va dire une banque de données sur des fermes types qu'on crée. Donc c'est des fermes qu'on crée on va dire en collaboration avec différents acteurs, donc on va dire les ingénieurs régionaux de Saint-Hilaire, enfin voilà, la région Lorraine ou même d'une autre région. Et à côté, on réfléchit aussi avec les autres acteurs pour avoir, on va dire, la ferme la plus représentative du territoire, donc la ferme, on va dire, moyenne Lorraine. Donc on peut tout à fait comparer avec d'autres fermes qui ont été renseignées. Alors, question suivante. Quand a eu lieu l'AgriSprint? Ouais, l'AgriSprint, ça a eu lieu en novembre 2019. Donc ça s'est déroulé pendant 2 jours, 2-3 jours, ouais, sur un week-end. D'accord. Et est-ce qu'il y a des nouveaux hécatons qui vont être mis en place sur la thématique agricole? Alors, il y avait un ActaFerm, ouais, qui était prévu dans l'Ouest, donc qui est un autre nom pour un hackathon agricole, qui cette fois est organisé par l'ACTA et qui malheureusement pour l'instant a été annulé en fait au regard des conditions sanitaires du pays. Mais tous les ans, il y a au moins un ou plusieurs hackathons qui sont mis en place. Ouais, ouais. Autre question, est-il possible de faire des ponts entre Sister et d'autres logiciels de traçabilité, voire déclaration PAC? Alors, j'ai pas, on va dire, toutes les infos à ce niveau-là, mais enfin voilà, c'est un outil Sister donc qui est développé par Arvalis pour pouvoir le comparer à des logiciels type PAC. Je pense que c'est à une échelle supérieure que ça se passe pour avoir des collaborations avec les différents instituts et administrations. Je ne sais pas si Inès, tu as plus d'infos là-dessus. Non, pas beaucoup plus. Enfin, effectivement, hein, c'est des API qui seront en train d'être, qui pourraient être développés. Là, pour l'instant, la priorité du projet européen, c'est déjà de rendre Sister accessible en le passant au format web. Et une fois qu'il sera accessible, on pourra aller échanger avec différents acteurs du monde agricole pour le lier justement à des FMIS ou bien PAC, etc. Comme on l'a montré dans le projet Farmbook. Ok. Alors, autre question sur l'outil Sister. Donc, c'est vraiment l'outil, puisqu'on nous demande quels sont un peu les modèles qui sont derrière Sister. Donc, peut-être que tu pourras répondre, Inès, mais bon, voilà, Sister, c'est quelque chose qui est développé en interne, donc c'est on va dire une équipe qui s'est mis là-dessus et qui a fait, on va dire, des simulations, des expertises sur l'interconnexion entre les différents indicateurs qu'on peut rentrer en données d'entrée. Ouais, tout à fait. C'est développé quand même en partenariat avec l'ITB et Terrinovia. Hein, oui, Sister. Ouais. Voilà. Mais par contre, ça n'inclut pas encore l'élevage. Voilà.
ou les cultures particulières comme le maraîchage, voilà, la vigne, tout ça. Ok. Question, avez-vous des relations avec SMAG? Est-ce que tu vois ce que c'est ou... Oui, je vois ce que c'est. On n'a pas spécialement de relation, enfin en tout cas je ne serais pas la mieux placée pour savoir si les collègues qui gèrent Sister ont des relations pour intégrer ces données-là avec SMAG. Mais sinon oui, on les connaît et puis il y a certains de leurs outils qu'on utilise sur différentes stations. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Travaillez-vous sur des outils de conseil stratégique pour la protection des cultures? Donc, on a des OAD, on va dire, tactiques, hein. Je vous parlais de Tameo, plus sur la visualisation de la phénologie des stades et puis, de la météo. On a ici, comme, Inès l'a dit, hein, on a les outils, Milios, hein, qui permettent de savoir quand est-ce qu'il faut déclencher des traitements, sur la pomme de terre ou bien Septolis pour voir un peu la pression en septoriose. Donc on a déjà pas mal d'OAD, on va dire, plutôt tactiques. Après, les outils stratégiques, c'est très lié à Sister. Le reste, tout ce qui se passe, on va dire, en protection des cultures en tant que telles, c'est plus des OAD tactiques qui se font, on va dire, au compte-gouttes au cours de la campagne.